participation dans le cours que nous allons gagner aujourd'hui là, qui c'est la biologie. À noter que la biologie en soi, c'est par définition le mot bios qui signifie vie, et ensuite logos qui fait mention de étude ou du moins discours. En d'autres termes, on peut dire que la biologie, par définition, c'est le discours de la vie, ou du moins c'est une partie dans les sciences qui étudient la vie. Maintenant, on va essayer de faire la différence qui existe par rapport avec les gens de dehors qui pensent que faire la biologie, c'est faire l'anatomie, faire la physiologie. Mais il y a une grande différence entre la biologie, l'anatomie et la physiologie. Par conséquent, on peut dire que la biologie en soi est subdivisée en deux grandes branches. Quelles sont ces deux grandes branches? Il y a d'un côté la zoologie et d'un autre côté, il y a la botanique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la zoologie? Si on prend le mot zoo, étymologiquement parlant, on peut dire la zoologie qui vient du mot zoo, qui signifie animal. Donc, par conséquent, c'est étude des animaux. Et d'un autre côté, la botanique, botanikos, qui parle de plantes. Donc, on peut dire c'est étude des végétaux. Mais pour les gens du dehors, ils pensent que faire de la biologie, c'est faire de l'anatomie, ou du moins c'est faire de la physiologie. Il y a des gens qui tendent à confondre l'anatomie avec la physiologie. Maintenant, dans la biologie, on va retrouver ces deux grandes branches-là qui est la zoologie et la botanique. La zoologie, on dit que c'est l'étude des animaux, tandis que la botanique, c'est l'étude des plantes. Maintenant, parmi ces deux sciences-là, il y a d'autres disciplines qui se connectent par rapport avec ces deux autres branches-là. Mais en dehors de la biologie, on va retrouver d'autres disciplines scientifiques telles que il y a la géologie, il y a l'écologie, il y a la morphologie, il y a la taxonomie, tout comme aussi il y a les sciences et mathématiques, il y a les sciences physiques, il y a aussi les sciences chimiques. Donc, toutes ces sciences-là font partie de la vie. On peut dire qu'en soi, la biologie, c'est la science fondamentale de tout être vivant, ou du moins de tout ce qui existe dans la vie. Maintenant, on prend le mot anatomie. Si on considère le mot anatomie, il y a une grande différence entre l'anatomie et la physiologie. Maintenant, l'anatomie, c'est quoi? On dit que l'anatomie, c'est la partie de la biologie, okay, qui va étudier la structure interne des organes. Quand on parle de la structure interne des organes, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, on peut prendre le cerveau. Le cerveau, il y a une structure qui est bien charpentée. Il y a les différentes parties qu'on va retrouver dans le système nerveux. Donc, ces différentes parties-là vont en quelque sorte constituer l'ensemble des centres nerveux. On va voir le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien, les nerfs. Donc, toutes ces parties-là, quand on fait l'étude de ces organes-là, on fait ce qu'on appelle l'anatomie. Comment fonctionne le cerveau? Donc, pour parler du fonctionnement du cerveau, on fait référence à une autre discipline dans la biologie. Donc, on veut parler de la physiologie. Vous notez que la physiologie, c'est l'étude du fonctionnement des organes. On note ça, étude du fonctionnement des organes. Étude du fonctionnement des organes. Tandis que l'anatomie, c'est étude de la structure interne des organes. Nous prenons par exemple le cœur. On dit que le cœur est subdivisé en deux parties. Il y a la partie droite et ensuite il y a la partie gauche. Mais quand on examine la structure interne du cœur, on va retrouver que le cœur est subdivisé en 4 lobes. Il y a 2 lobes du côté droit et il y a 2 lobes du côté gauche.
C'est pour cela qu'on parle de cœur droit et cœur gauche. Les deux parties qu'on retrouve du côté droit sont oreillette et ventricule. Il y a oreillette droite et ventricule droit. Tout comme aussi, il y a oreillette gauche et ventricule gauche. Donc là, on fait l'étude de la structure interne du cœur. On fait l'anatomie du cœur. Mais pour parler de fonctionnement, on peut dire que le cœur a deux modes de fonctionnement. Il y a un mouvement de repos qui est appelé diastole. Il y a un mouvement de contraction qui est appelé systole. Donc là, quand on fait le fonctionnement du cœur, on va faire la physiologie. Maintenant, et pour passer à une autre chose, on veut essayer de voir quelles sont les autres disciplines qui se rattachent à la zoologie et à la botanique. On va essayer de noter ça. Il y a des disciplines qu'on va retrouver dans la zoologie qu'on ne les retrouve pas aussi qu'on ne les retrouve pas dans la botanique. Par exemple, si on considère la myologie, qu'est-ce qu'on dit de la myologie? La myologie, c'est quoi? C'est l'étude des muscles. Donc, la myologie, c'est l'étude des muscles. C'est l'étude des muscles. En parlant de la botanique, est-ce qu'on peut dire que les plantes possèdent des muscles? Non. On ne va pas étudier la myologie de la botanique, mais de préférence, on va parler d'une autre discipline lorsqu'on parle des plantes. Il y a la myologie pour la zoologie, il y a la cytologie, qui c'est étude de la cellule. Il y a l'histologie, qui c'est étude des tissus. OK, vous notez ça? Il y a ostéologie, une autre discipline qu'on ne retrouve pas dans la botanique. Ostéologie et ostéogenèse. Ostéogenèse. Voilà. Ostéologie, c'est la partie de la zoologie qui étudie les os. Ostéogenèse, c'est la formation des os. Tandis que les plantes ne possèdent pas vraiment des os. On va parler d'autres disciplines de la botanique. Il y a ce qu'on appelle aussi la taxonomie. La taxonomie, ce n'est pas la science qui étudie les taxis, non? OK? Vous notez ça. C'est la science qui étudie la classification des êtres vivants. Par exemple, on peut dire qu'il y a tel groupe d'animaux, telle espèce d'animaux. On classe les animaux suivant leur espèce et leur ressemblance. Donc, ce n'est pas la science qui étudie les taxis, c'est la science qui étudie la classification des êtres vivants. Étude de la classification des espèces vivantes. Étude de la classification des êtres vivants. Il y a la taxonomie, il y a la morphologie, ok? Il y a la morphologie, il y a la paléontologie. Toutes ces disciplines-là, ce sont des disciplines qui se rattachent à la biologie. La morphologie, qui c'est étude de la forme des organes. Et pour finir, on peut mentionner morphologie, géologie, OK, géologie, taxonomie, on a déjà mentionné ça, l'histologie, ostéologie, embryologie, voilà. Embryologie. L'embryologie, c'est l'étude des embryons. Quand on va étudier un être vivant, on fait l'étude à partir de l'embryon. L'embryon, c'est la cellule qui a donné naissance à l'individu, ou du moins à l'être vivant. L'embryologie, c'est étude des êtres vivants à stade embryonnaire.
embryonnaire. Donc, dès qu'on fait l'étude de l'embryon, on fait l'embryologie. La géologie en soi, il y a une différence entre géologie et géographie. La géologie, c'est étude de la Terre, tandis que la géographie, c'est étude de la répartition des couches terriennes. Par exemple, on peut dire que l'île d'Haïti est bornée au nord par le département du Nord, qui c'est le Cap-Haïtien, à l'ouest. Si on considère l'ouest vraiment, on peut dire par rapport avec Port-au-Prince. Si on considère au sud, on peut dire par les Cayes, le département du sud, les Cayes est représenté par les Cayes. Ensuite, à l'est, par la République dominicaine. Là, on fait la géographie. Mais quand on parle de géologie, c'est l'étude de la Terre en soi, ou du moins du globe terrestre. Étude du globe terrestre. Ok, étant donné qu'on a mentionné qu'on va faire l'étude de la biologie, en parlant de la biologie, on va considérer aujourd'hui la zoologie. Dès qu'on parle de zoologie, on fait mention de l'étude des animaux. Maintenant, pour parler de l'étude des animaux, comment fonctionnent les animaux? Comment sont classés les animaux? Ok, comment sont fonctionnés ces animaux? On va considérer l'homme étant l'un des animaux qui existent. On va considérer l'homme pour voir comment fonctionne l'homme, comment se répartissent les os dans le corps humain et comment aussi l'homme est classe suivant l'étymologie de la biologie, ou du moins suivant l'étymologie de la classification, qui c'est la taxonomie, la classification de l'espèce en soi. Maintenant, la biologie nous dit que l'être humain contient environ 208 à 210 os. Mais il y a dans certains ouvrages que vous allez constater qu'on a mentionné que l'homme possède 208 os. Il y a dans d'autres ouvrages, on va dire que l'homme possède 206 os. Mais en quelque sorte, la science en soi dit que l'homme possède 208 à 210 os. L'homme possède 208 à 210 os. Répartis comment? Répartis dans 3 sections. Première section, vous connaissez ça déjà, il y a la tête, puisque on vous a appris que le corps humain est subdivisé en 3 parties. Il y a la tête. Deuxième section, il y a le tronc. Et troisième section, il y a les membres. Quand on parle de membres, on considère le membre supérieur et le membre inférieur. Maintenant, dans la tête, on dit que dans la tête, on va retrouver 22 os. Dans la tête, il y a 22 os. Comment sont répartis les 22 os? Ici, on fait l'anatomie du corps humain. Là, ça c'est l'étude de la structure interne du corps humain, l'anatomie. Maintenant, dans la tête est subdivisée en 2 parties. La première partie, c'est le crâne. La première partie, c'est le crâne. Et la seconde partie, c'est la face. Maintenant, on va essayer de donner la position, ou du moins la localisation des os qu'on retrouve dans le crâne. On dit que dans le crâne, il y a 8 os dans le crâne. Comment sont répartis les 8 os? Dans le crâne, il y a 8 os qui sont répartis comme suit. Il y a 4 qui sont pairs et 4 qui sont impairs. Maintenant, les os pairs sont les pariétaux. Vous avez appris ça, que les noms en AL changent AL en AUX. Par exemple, dès qu'on parle de pariétal,
Donc, étant donné que c'est deux os pariétales qui existent, on peut dire les pariétaux, les deux pariétaux et les deux temporaux. Mais l'os en soi s'appelle temporal. Dès qu'on parle de temporal, on fait mention de l'os qu'on retrouve un peu plus haut de l'oreille et en avant. Donc, c'est la position idéale pour le temporal. Maintenant, les os impairs. Les os impairs sont comment? Il y a le frontal qui se retrouve en avant. OK? Le frontal, un peu plus en arrière du frontal, on va retrouver l'ethmoïde. Un peu plus en arrière de l'ethmoïde, on va retrouver le sphénoïde. Toujours dans le crâne. Et ensuite, le petit os qu'on retrouve en arrière et du crâne est appelé l'occipital. Maintenant, si on fait la décantation, on va dire qu'il y a les deux pariétaux et les deux temporaux qui vont me donner 4 os. Ensuite, le frontal, ça fait un 5e, l'ethmoïde qui fait un 6e, le sphénoïde qui fait le 7e et l'occipital qui fait le dernier os qu'on retrouve dans le crâne. Maintenant, au niveau de la face, on dit que la face comprend 14 os. Si on additionne 14 os avec les 8 os qu'on retrouve dans le crâne, on va retrouver exactement dans la tête 22 os. Maintenant, comment sont répartis les 14 os au niveau et de la face? D'abord, il y a les deux orbites. C'est ça que nous les détours genoux. OK? Les deux orbites. Nous avons les deux arcades sourcilières. C'est côté sourcil nous chita. Nous avons les deux jugots. C'est ça que nous les genoux. OK? Nous avons les deux pariétaux. Je dis les deux pariétaux ou du moins sans les deux lacrynaux. Pour quelle raison on dit les deux pariétaux ou les deux lacrynaux? C'est parce que deux lacrynaux placés directement dans la même lignée ensemble avec pariétal là. Donc c'est ça, c'est reste pariétal là qui paraît en avant, qui vient performer à ce que ça me gagne et lacrynaux qui vient former. Il dit, c'est eux-mêmes qui permet que l'eau ou a crier, côté de l'eau a sorti, il descend, donc c'est petit espace qui gagne rapport ensemble avec tout genou qui relève les deux lacrynaux. Espace en l'air à côté sous nous chita les deux arcades sourcilières, mais espace qui en bas qui colle ensemble avec pariétal et qui forme zocrâne, mais relève les deux lacrynaux. Ensuite nous gagnons le vomer. Ensuite nous gagnons les deux maxillaires supérieurs. 2, 4, 6, 8, 10. Nous avons les deux maxillaires supérieurs. Nous avons le maxillaire inférieur. Que nous avons les mandibules. Inférieur. Et pour finir, nous gagnons les deux orbites, les deux lacrynaux, les deux jugots, les deux arcades sourcilières, les deux orbites, les deux maxillaires. Nous gagnons les deux palatins. Voilà. Donc, si nous avons fait décantation, nous avons les deux orbites. Les deux arcades sourcilières qui va me donner 4 os. Nous avons les deux jugots, ça me donne 6. Les deux pariétaux ou les deux lacrynaux qui va me donner 8. Les deux palatins qui va me donner 10. Les deux maxillaires supérieurs qui va me donner 12. Nous avons le vomer qui fait 13. Et
le maxillaire inférieur, qui c'est le seul os mobile de la face, a dit que tout l'autre os très soudé l'un avec l'autre. Et ensuite, nous avons un seul os qui est mobile, qui nous relève mandibule. C'est lui-même qui permet nous à ce que lorsque nous avons parlé, lorsque nous avons articulé, donc qui permet que bouche lui-même est capable de faire mouvement, lorsque nous avons mangé, tout qui permet que bouche lui-même est capable de faire mouvement, le bas vers le haut, ou du moins le haut vers le bas. Donc, ces os-là sont directement regroupés dans la tête. La tête comprend deux parties. On fait une récapitulation. La tête comprend deux parties. La première partie s'appelle crâne et la seconde s'appelle face. Maintenant, dans le crâne, on dit qu'on retrouve 8 os et dans la face, on va retrouver 14 os. Maintenant, les 8 os du crâne sont les deux pariétaux et les deux temporaux. Tandis que, qui sont les os pairs, les os impairs sont le frontal, l'ethmoïde, le sphénoïde et l'occipital. Maintenant, au niveau de la face, on retrouve 14 os qui sont les deux orbites, les deux arcades sourcilières, les deux jugots, les deux lacrynaux, le vomer, les deux maxillaires supérieurs, les deux palatins et le maxillaire inférieur qu'on appelle mandibule. C'est le seul os mobile de la face. Alors, il y a des gens qui tendent à dire que les os sont courts ou du moins les os sont petits. Il n'y a pas de os petits parce que la biologie en soi me dit que suivant la forme, la morphologie des os, il y a des os longs, des os courts et des os plats. Mais on ne doit jamais dire qu'il y a des os petits. Parce que la biologie en soi ne me parle pas des os petits, mais on me dit qu'il y a 3 formes d'os suivant la morphologie. Il y a les os longs, les os courts et les os plats. Maintenant, l'os le plus court du corps humain s'appelle étrier. Où est localisé ce petit os? Qui côté nous joignent ces os ça? Eh bien, nous joignent ces os ça dans un organe que nous les oreilles. C'est ça que nous les oreilles internes. Là, on fait l'anatomie de l'oreille. Quand on fait l'anatomie de l'oreille, on va retrouver l'étrier qui est placé entre l'enclume et le manteau. OK? Donc, l'étrier, c'est un petit os. C'est l'os le plus court. Ce n'est pas l'os le plus petit. C'est l'os le plus court du corps humain. Mais il y a des os longs, tels que fémur, humérus, okay, radius. Tout ça, ce sont des os longs. Aussi, il y a des os plats tels que le sternum, il y a l'omoplate. Ensuite, il y a les deux pariétaux, les deux temporaux. Donc, ces os-là, ce sont des os plats. Donc, suivant la morphologie des os, on dit qu'il y a des os plats, des os courts et des os longs. Ça, c'est là les 3 formes qu'on va retrouver pour les os. Maintenant, on a fini d'étudier la tête, on va passer directement dans le tronc. Le tronc. On dit que le tronc est formé par la colonne vertébrale. Vertébrale. Vous notez ceci. Le tronc est formé par la colonne vertébrale. À noter que dès qu'on arrive directement dans la première partie du cou, on commence avec la colonne vertébrale. La colonne vertébrale commence à partir de la première vertèbre qui est appelée axis. OK? Axis, c'est vertèbre ça qui permet à ce que tête là lui-même est capable de gagner ça a une certaine mobilité. Jacques nous té ou elle dans classe qui antérieure. Maintenant, on va passer à l'étude du tronc. Le tronc est formé par la colonne vertébrale qui est placée en arrière. OK? Vous notez ceci. Le tronc est formé par la colonne vertébrale qui est placée en arrière. Ensuite, de façon latérale, on va retrouver les côtes. Et en avant, on retrouve le seul os qui permet la communication entre les côtes et la colonne vertébrale. Cet os-là est appelé le sternum. Maintenant, on dit que le tronc est formé par la colonne vertébrale qu'on retrouve en arrière. Colonne vertébrale. La colonne vertébrale est formée de 33 petits os qu'on appelle vertèbres. C'est pour cela que la colonne prend le nom de
colonne vertébrale. On dit que la colonne vertébrale est formée de 33 petits os. Peu importe l'âge de la personne, peu importe sa taille, ok? Donc, la colonne vertébrale contient toujours 33 petits os. Ces 33 petits os sont répartis comme suit. Alors, ces 33 petits os sont appelés vertèbres. Ok? Ils sont appelés vertèbres. Vertèbres. Maintenant, ces 33 petits os sont répartis en 5 régions. La première région, c'est la région cervicale. Dans la région cervicale, on va retrouver 7 vertèbres. C'est la région qui forme directement le cou. Dans la région dorsale, on va retrouver 12 vertèbres. Vertèbres. C'est cette partie qu'on retrouve dans le dos. Ensuite, il y a la région lombaire. Dans la région lombaire, on va retrouver 5 vertèbres. C'est la région qui se trouve un peu plus bas du dos. Ok, cette partie qui est là, c'est la région lombaire. Et au-dessous du dos. Ensuite, il y a la région sacrée qui comprend 5 vertèbres aussi. Et ensuite, la région coccygienne qui forme le coccyx. La région coccygienne qui comprend 4 vertèbres. Maintenant, si on veut toujours essayer de faire la décantation, du moins le dénombrement, on peut dire 7 plus 12 me donne 19, 19 plus 5 me donne 24, 24 plus 5 me donne 29, 29 plus 4, ça va me donner exactement 33 petits os qu'on appelle vertèbres dans la colonne vertébrale. Maintenant, comment sont fonctionnées ces vertèbres-là? Maintenant, on va retrouver au niveau des côtes la façon dont ces vertèbres-là sont fonctionnées. Ou du moins se fonctionnent. Maintenant, dans le cou, on va retrouver 7 vertèbres. Donc, 7 vertèbres parmi lesquelles on retrouve atlas, axis, qui permet à ce qu'une certaine mobilité de la tête, qui permet aussi de tourner vers la gauche ou du moins vers la droite, qui permet aussi de faire vers le bas et vers le haut avec la tête. Maintenant, il y a au niveau de la région dorsale, on va retrouver 12 vertèbres. C'est au niveau de la région dorsale qu'on va retrouver les côtes. La région dorsale. Il y a un peu de monde qui pensait que les a parlé de côte, depuis au moins à côté moun ou bien bon votre li dit c'est la côte liée. Non, les côtes sont placées en haut directement dans le dos. Donc c'est les côtes qui forment en quelque sorte la cage thoracique ou du moins le thorax. Donc c'est les côtes qui vont former cette boîte là qu'on appelle le thorax qui protège les organes vitaux, à savoir le cœur et les poumons. Maintenant, pour parler des côtes, les côtes sont au nombre de 12, étant donné qu'il y a 12 vertèbres. Les côtes sont au nombre de 12 paires. Cela signifie qu'on va retrouver 12 du côté gauche et 12 du côté droit. Sont au nombre de 12 paires. Mais en quelque sorte, on peut dire que l'homme possède 24 côtes. 12 du côté droit et 12 du côté gauche qui va me donner 24 côtes. Les 24 côtes sont réparties comme suit. Il y a les 7 premières vertèbres. Les 7 premières vertèbres de la région dorsale qui vont former les vraies côtes. Pourquoi on fait mention de vraies côtes, fausses côtes et côtes flottantes? C'est à partir de l'articulation qui existe entre les vertèbres.
Maintenant, les 7 premières vertèbres de la région dorsale forment en quelque sorte les vraies côtes. Donc, par conséquent, les vraies côtes sont au nombre de 7. Ensuite, il y a les fausses côtes, ou du moins les côtes qu'on retrouve au niveau de la 8e, 9e et 10e vertèbre de la région dorsale. Maintenant, ces côtes-là sont appelées les fausses côtes. Pourquoi? Parce que ces côtes-là se rattachent en arrière avec la colonne vertébrale, mais par devant, elles s'articulent avec la 7e paire de côtes des vraies côtes. Elle dit 7e paire de côtes dans vraies côtes là, c'est avec que 8e, 9e et 10e côte là viennent gagner une articulation avec sternum là. Il n'est pas connecté directement avec sternum là. Ensuite, nous avons les côtes flottantes. Pourquoi on fait mention de côtes flottantes? C'est parce que ces côtes-là n'ont aucune articulation avec le sternum. Donc, si ces côtes-là n'ont aucune articulation avec le sternum, donc par conséquent, on dit que ces côtes-là flottent à l'intérieur de l'abdomen. Elle dit que il n'y a pas aucune articulation, pas aucun côté taché dans l'autre zone pour qui t'a permis à ce que yo gagne une certaine solidité. Donc on dit que ces côtes flottent. Maintenant les côtes sont au nombre de 12. Ensuite, le tout dernier os qu'on va retrouver dans le tronc, c'est le sternum. Le sternum, c'est un os plat qu'on retrouve dans la partie médiane de la poitrine. Le sternum s'articule en haut avec les os de l'épaule et en bas, il est terminé par une pointe qui est appelée appendice. Moi, je mets mot ça en pile. Pour qui raison, moi, dis-nous pour qui raison, moi, je mets mot ça en pile. Généralement, quand on longtemps de au fin de ti moun nan manger et puis finalement ti moun nan vomi. Je dis pas rien ti moun nan gen, c'est biscuit li qui tombé. Donc mes amis, n'a fait biologie, nous c'est ti moun qui formé, nous vinn l'école, c'est pour ça que parents nous voient l'école, faut nous capable dire grand moun nous lorsque nous avons un problème, c'est une déformation appendice nous gagner, les ça les déformations ça appendicite. N'a dit grand moun nous ça arriver la caille nous pour nous capable pas dire bagay ça encore. C'est pour ça qu'on te voit l'école. Tout terme en biologie qui termine par it, il signifie inflammation. Donc c'est une inflammation que nous gagnons au niveau de l'appendice nous qui permet à ce que lorsque nous mangeons bagay, manger pas arrêter dans l'estomac nous, li gratter l'estomac, il fait que l'estomac voye manger à monter. Maintenant, si nous dit longtemps, si nous avons un biscuit ou bien biscuit est tombé, on ne pas dit bagay ça encore parce que nous avons parlé de biscuits seulement pour poule. Yo parle de biscuits seulement pour canard, yo parle de biscuits seulement pour bête volaille, mais moun pa ka gen biscuit. Donc c'est une inflammation que nous dit au niveau de l'appendice, maladie en relais appendicite. Notez-moi bien, nous dit tout terme qui termine en it dans le domaine biologien, il signifie inflammation. Par exemple, si moun nan ta gen ça relais yon tendinite. Yon tendinite, c'est inflammation l'âme tendineuse. Si moun nan ta gen yon otite qui gen rapport avec l'oreille, ou après moi encore terminé par it, c'est inflammation de l'oreille au niveau de l'oreille. Si moun nan ta gen yon spermacite, c'est inflammation des testicules. Nous connaissons prétendre pour ça avec patience pour nous entrer dans ça nous et reproduction, pour nous parler de testicules, nous allons parler de ovaires, nous allons prétendre que ça avec un pile intérêt, mais en attendant, on a prêté dans le thème ça, tout thème nous dit qui termine en it dans la biologie, il signifie inflammation, de même aussi, nous allons gagner dans la chimie, tout thème nous est terminé par ose, nous allons gagner qui signifie sucre, il fait partie aussi de la biologie parce que la biologie se rattache avec la chimie. Donc, on ne peut pas parler de la biologie sans la chimie, tout comme aussi la chimie sans la biologie. Maintenant, on dit que le sternum est terminé par une pointe qui est appelée appendicite. Toute inflammation de l'appendice entraîne à un rejet des aliments, que c'est ça que nous relèvons vomissement. Nous faisons si nous vomi, les fins de manger. Ok, donc là, nous avons exactement tête, nous avons tronc. Maintenant, on a bien pour nous passer à étude des membres. Si nous avons fait une petite révision,
pour nous capables plus clair de ça que nous dit, nous dit que l'homme en soi possède 208 à 210 os. Maintenant, nous dit dans certains ouvrages, on va mentionner que l'homme possède 206 os, mais il y en a d'autres qui mentionnent que l'homme possède 208 à 210 os. Mais on peut considérer que l'homme, suivant la science, la biologie en elle-même, dit que l'homme possède 208 à 210 os qui est réparti en 3 sections. Les 3 sections sont la tête, le tronc et les membres. Dans la tête, on va retrouver 22 os. Les 22 os, on avait dit comment sont répartis les 22 os. Il y a au niveau du crâne et au niveau de la face. Au niveau du crâne, on va retrouver 8 os. Et au niveau de la face, on va retrouver 14 os. Maintenant, dans le tronc, on dit que le tronc est formé par la colonne vertébrale qui est placée en arrière. Ensuite, de façon latérale, ça veut dire l'appareil de latéral nous est à côté comme nous, il y a les côtes qui sont au nombre de 12 paires. Ensuite, nous avons un petit os qui est placé dans la partie mi-temps comme nous, que c'est ça nous relève l'estomac, mais nous avons tout noté, je dis, ce n'est pas l'estomac, il relève poitrine. Il relève poitrine, on ne pas dit que nous avons l'estomac, les gens n'ont touché pas ça, mais nous avons dit de préférence poitrine. Donc, nous dit tiso ça lire comment lire le sternum, il est très plat, OK? Ensuite, il n'est pas tellement long, il n'est pas tellement court aussi. Ça veut dire que si nous avons considéré en termes de longueur, nous avons dit qu'il fait partie de os long, mais nous ne pouvons pas mettre les dans os court parce qu'il n'est pas court aussi. Bien, nous disons que c'est un os qui est long, OK, qui est dans la partie médiane colle. Maintenant, la colonne vertébrale, là, on avait mentionné que la colonne vertébrale est formée de 33 petits os qui est appelé vertèbres. Ces 33 petits os sont répartis en 5 régions. Il y a la région cervicale qui comprend 7 vertèbres, la région dorsale qui comprend 12 vertèbres, la région lombaire qui comprend 5 vertèbres, la région sacrée qui comprend aussi 5 vertèbres, et la dernière région qui est appelée la région coccygienne qui comprend 4 vertèbres. Quand on fait l'addition de 7 plus 12 qui me donne 19, 19 plus 5 me donne 24, 24 plus 5 me donne 29, et 29 plus 4 qui va me donner exactement 33 petits os qui sont les 33 vertèbres qu'on retrouve dans la colonne vertébrale. Maintenant, on considère la région dorsale pour étudier les côtes parce que c'est à partir de la région dorsale qu'on va y avoir la formation des côtes, ou du moins l'apparition des côtes. Maintenant, les côtes sont au nombre de 12 paires. Pourquoi? Parce qu'on a 12 vertèbres. Les 7 premières vertèbres sont appelées vraies côtes. OK? Donc, ces vraies côtes, ce sont des côtes qui se rattachent directement avec la colonne vertébrale en arrière et en avant, elles s'articulent avec le sternum. Maintenant, tout de suite, à savoir la 8e, la 9e et la 10e paire de côtes qu'on retrouve est appelée fausse côte. Pourquoi? Parce que ces côtes-là s'articulent en arrière, certes, avec la colonne vertébrale, mais en avant, elles s'articulent avec la 7e paire de côtes, des vraies côtes, avec le sternum. Donc, les 8e, les 9e et les 10e côtes n'ont aucune articulation directe avec le sternum. Elles ont une articulation avec le sternum grâce à la 7e paire de côtes qui est rattachée directement au sternum. Ensuite, il y a les côtes flottantes qui sont au nombre de 2. OK, qui sont au nombre de 2. Donc, 7 plus 3 me donne 10, 10 plus 2 me donne 12. Donc, les côtes sont au nombre de 12 paires. Maintenant, les deux dernières, à savoir les 11e et les 12e, les 11e et les 12e, vous notez ceci, sont appelées les côtes flottantes. Pourquoi? Parce que ces côtes s'articulent en arrière avec la colonne vertébrale, mais en avant, elles n'ont aucune articulation ni avec le sternum, ni avec la 10e paire des côtes qu'on appelle les fausses côtes. Donc, en quelque sorte, c'était tout pour aujourd'hui en ce qui concerne la biologie. Donc, on a essayé de voir en quelque sorte l'introduction même de la biologie. On a essayé aussi de parler des différentes parties qu'on retrouve dans la biologie, les différentes disciplines qui se rattachent à la biologie. À ne pas oublier, il y a une différence entre l'anatomie et la physiologie. Il y a certains élèves qui pensent que faire la seconde
qui est appelé aujourd'hui NS2, le nouveau secondaire 2. Donc, faire le NS2, ça signifie de faire la physiologie. Non, le NS2 parle de préférence de la botanique. En NS2, on fait la botanique, qui c'est étude des plantes. Tandis que, quand on arrive en NS3, qui c'est la réto d'autrefois, donc on fait la zoologie, qui c'est étude des animaux. OK? Maintenant, arrivé en philo, on va essayer de faire l'ensemble, à savoir étude des animaux et étude des végétaux pour la classe de NS4. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Grand merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Très bientôt, ce sera pour un autre jour. Que Dieu vous bénisse et bon apprentissage. Merci beaucoup.